Madame, Monsieur Yorana et bienvenue sur TNTV. Très belle année 2026. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 2 janvier au sommaire de ce soir. Ils étaient plus de 400 aujourd'hui à parcourir Mooréa à 2 roues. La Fa'ati Mooréa a rassemblé les passionnés autour d'un tour de l'île placé sous le signe de la sécurité routière dans une ambiance conviviale. Le combat contre le plastique se poursuit. Depuis le 1er janvier, les restaurateurs passent au réemployable pour le service sur place. Une nouvelle étape pour réduire les déchets plastiques jetables. Nous parlerons de cette évolution réglementaire et de la suite à venir avec notre invité Winnie Kissage, président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Le marché de Papeete a fermé ses portes pour une semaine pour un grand nettoyage annuel, mais certaines fleuristes et vendeuses de couronnes ont toutefois choisi de poursuivre leur activité sur le front de mer. C'est à voir à la fin de ce journal. Aujourd'hui, Mooréa fait vrombrir ses routes. Plus de 400 de roues se sont rassemblées pour le traditionnel Fa'ati Mooréa, un tour de l'île mêlant passion et sécurité routière, une fête des amoureux de la route organisée par la commune. Direction l'île Sœur avec Routouari Colombani. Casque en place, moteur en marche, le top départ du Fa'ati Mooréa est lancé. Au programme, 60 km à parcourir pour ce Fa'ati Mooréa 2026. Un événement unique qui rassemble et fédère tous les passionnés de deux roues pour des moments de partage et de convivialité tout au long du parcours. C'est presque une tradition sur Mooréa. Tous les ans, on fait le Fa'ati Mooréa, encadré par la gendarmerie, la commune, la police et tout ça. Et c'est un moyen aussi pour nous de rencontrer les jeunes qui arrivent et puis de donner un peu l'exemple à ces jeunes-là. Maman, t'es des nains sur la route. Voilà, faut pas faire du n'importe quoi. Premièrement, moi je suis présent ici parce que la mécanique et les deux roues en général c'est ma passion. C'est en effet mon métier. Et j'ai un garage et mon scooter c'est la vitrine entre guillemets de mon entreprise et c'est le plus grand rassemblement de deux roues de l'année. Donc c'est une occasion en or pour moi de montrer ce que je peux faire. Ici, pas de course, pas de vitesse, c'est le plaisir de rouler ensemble qui prime et toujours dans le respect des règles du code de la route. Le Fa'ati Mooréa est une manière de promouvoir une conduite responsable. La consigne, c'est que tout le monde soit au moins, que tout le monde mette le casque et puis de respecter tout ce qui est au code de la route. Bien sûr, pas de vitesse, pas de wheeling. Maintenant, après, ceux qui veulent faire ça, désolé. Aujourd'hui, c'est peut-être de la prévention, mais c'est aussi, si les gens ne veulent pas respecter, de la répression. Tout va bien pour l'instant, donc on ne déplore pas d'accident. Un petit incident du côté de Tiahura, mais sans gravité. Mais voilà, tout se passe bien pour l'instant et pourvu que ça dure. Et donc, on profite de cette journée pour parler de prévention. Après un départ depuis Papeto'e et un premier arrêt à Nu'uroa, les participants reprennent la route en direction de Vei'are pour une seconde étape où de nombreuses animations et ateliers sur la sécurité routière les attendent. Et parce que rouler en deux roues, c'est être directement exposé au danger, Jérémy a tenu à nous présenter l'équipement qu'il utilise sur la route. On a dit plus tu es habillé, plus tu es en sécurité. Et je pense que les gants, les chaussures, pantalons et une veste si possible, c'est l'idéal. Et sans oublier le casque. Il faut le dire, on se sent plus libre, il n'y a rien qui nous retient. Et quand tu aimes la sensation, tu y vas et tu oublies tout. Mais bon, il faut se mettre qu'un compteur et l'accélérateur. Une seule chose peut te retenir, la mort. Donc du coup, il vaut mieux éviter d'arriver là. Une chose est sûre, le 2 janvier s'est imposé au fil des ans comme une date à ne pas manquer pour les passionnés de deux roues à Mooréa. Et qui dit nouvelle année dit nouvelles habitudes. Côté environnement, le changement s'invite aussi sur nos tables. Depuis ce 1er janvier, les restaurateurs passent officiellement au réemployable pour le service sur place. Une réglementation pour éliminer les contenants plastiques jetables. Reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. C'est officiel, restaurants, snacks et autres roulottes doivent depuis le 1er janvier éliminer tout ustensile et autres contenants jetables de leur table. Si la plupart utilisent depuis de nombreuses années de la vaisselle réutilisable, pour d'autres, comme la restauration rapide, c'est une autre histoire. Il y a des inconvénients. Le premier, d'abord, c'est le coût de cette vaisselle, qui est important, puisqu'il représente un coût de 15 à 20% supérieur pour la plupart d'entre eux à l'utilisation du papier.
Ensuite, ça a nécessité l'utilisation de lave-vaisselle de type industriel pour pouvoir laver cette vaisselle dans les meilleures conditions de respect, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Un investissement évalué pour ce professionnel à plusieurs dizaines de millions de francs, dont 25 millions uniquement dédiés à ces nouveaux contenants réutilisables. Un coût qui, selon le restaurateur, impacte le prix final. Globalement, on a été obligé d'augmenter en tout cas nos prix pour les consommateurs sur place de 15 à 20, parfois 25% pour certains produits, oui. Une mesure qui semble plutôt bien acceptée par les consommateurs. Oui, je trouve que c'est super bien pour l'environnement. On a souvent des emballages par terre et je trouve que c'est très économique et c'est super bien pour notre société. La crainte pour ce professionnel de la restauration rapide, les vols. Il pourrait rapidement faire grimper la facture. Ce qui est estimé, c'est qu'on récupère cette vaisselle une fois, en moyenne, avant qu'elle soit volée. Donc on est un peu inquiet aussi sur les coûts que ça va avoir à moyen et long terme en termes d'exploitation et si ça nous oblige à réinvestir. Depuis la mise en place des premières mesures en juillet 2025, la DIREN annonce avoir contrôlé 80 établissements sur l'ensemble du territoire. 47 d'entre eux se sont vus dresser un procès-verbal. De plastique, mais aussi de bilan et de projets, nous allons parler ce soir avec notre invité Winnie Kissage, président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Yorana. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors on vient de le voir, que les établissements doivent désormais passer au réutilisable, réemployable pour le service sur place. Certains professionnels de la restauration font état de contraintes économiques nouvelles, notamment en matière d'investissement, concernant donc les vols ou les pertes ou même encore les entretiens. Selon vous, quel dispositif d'accompagnement pourrait être renforcé ? Mais d'abord, il faut savoir que le plastique, c'est une catastrophe sur toute la planète. Tous les pays du monde mènent un combat contre le plastique. Il y en a partout, dans les vallées, dans les montagnes, dans les océans. C'est un fléau qui est terrible. C'est courageux d'avoir mis cette loi. Ça fait des années qu'on demande effectivement que l'on réduise les plastiques. Effectivement, aujourd'hui, on l'a bien entendu, là, chez ceux qui ont des restaurants, mais que ça devient difficile, il faut peut-être effectivement envisager d'autres moyens ou une aide ou un allègement peut-être. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est bien de réduire. Il y a trop de plastique partout, c'est une catastrophe. On a des îles au Tuamotu, après la Perle, on a encore des boitos sous l'eau, on a des cordes qui sont plastiques, qui se détruisent et c'est avalé par les poissons. Demain, on va peut-être manger du poisson avec des plastiques dedans. Donc c'est un vrai fléau. Dans le même temps, on observe également que le surplace est devenu plus cher, comme ils ont dit, donc 15 à 25%. Cette situation ne risque-t-elle pas de freiner l'adhésion du public ? Je pense que le public a compris aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on a un souci dans notre pays, c'est le coût de la vie qui est très cher. Et ça vient malheureusement augmenter encore. Il faut trouver des alternatives, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut qu'effectivement les entreprises en premier, que nous aussi, dans notre foyer, on apprenne à vivre sans le plastique, et en tous les cas à réduire. Et dans ce cas-là, comment concilier selon vous le pouvoir d'achat, mais également l'écologie ? C'est le vrai défi. Le vrai défi d'aujourd'hui. C'est toujours difficile de concilier ces choses. Il y a une priorité aujourd'hui. Si on laisse à nos enfants, aux générations futures, des îles remplies de déchets, c'est le cas dans certains atolls. Aujourd'hui, il y a encore des communes qui ne font pas le tri des déchets. Et donc on se retrouve avec des trous, au Tuamotu par exemple, ici à Tshiti aussi. Il faut commencer par ça, il faut commencer par trier les déchets, il faut essayer de trouver des alternatives à ça. Mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte et tout le monde fasse un effort. On va revenir sur cette année 2025 qui a été particulièrement importante. La conférence des Nations Unies sur l'océan était au cœur de l'actualité après plus de 15 années de travail et de plaidoyer sur ces enjeux. Quel bilan tirez-vous de cette mobilisation ? On est très heureux de ce qui a été déclaré, ce qui a été annoncé à l'UNOX. C'était une belle victoire. Effectivement, ça fait d'ici plus de 15 ans que l'on milite, qu'on travaille. Aujourd'hui, on voit des rahuis dans les lagons. Ça fait longtemps que l'on milite pour qu'il y ait aussi des rahuis à l'extérieur. Aujourd'hui, on s'affaire à travailler pour consolider ces choses, puisqu'il faut mettre en place des comités de suivi maintenant, mais il faut surtout aller expliquer aux populations. Il y a un grand rahoui qui va se faire du côté de Rikitea, un autre à Mopiti. Donc maintenant, il faut le faire avec toute la population, avec tous les acteurs,
les pêcheurs, bien sûr, les entreprises. Et c'est en faisant cela qu'on va arriver. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque maintenant on est reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, ça attire maintenant des fondations, puisque c'est comme un label qui est reconnu par l'UICN notamment, dans le monde entier, et aujourd'hui, il y a des fondations qui sont prêtes à nous aider. Ça va créer même peut-être des filières, c'est ce qu'on espère, ça va créer des emplois. Il faut maintenant mettre en place toutes ces choses. Ouais. Et plus largement, quel bilan faites-vous de l'année 2025 pour la fédération et les associations qu'elle représente? La fédération a plusieurs axes stratégiques. Le premier, c'est de dénoncer les choses qui ne vont pas. On a gagné quelques procès, on est content. Un bateau chinois qui a déversé du mazout au large. Je tiens à remercier d'ailleurs la personne qui gère ces tonniers, puisqu'ils n'ont pas hésité à effectivement payer les choses. On a fait des formations aux associations, parce que les associations ont besoin d'être formées. On a surtout lancé 2 appels à projets. Le premier avec une fondation américaine et la DIREN. La deuxième, grâce à un fonds, je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui nous aident, Tahiti Tourisme, une banque qui nous aide, ATN, etc. On a récupéré de l'argent qu'on a redistribué à toutes les associations parce que c'est très difficile aujourd'hui. Si on a un souci dans les associations, c'est le bénévolat. C'est une limite. C'est un appel que je fais aux jeunes parce que souvent, les jeunes ont beaucoup d'idées. J'aimerais bien les voir ici aussi venir sur le terrain. Alors heureusement, il y a beaucoup d'associations avec plein de jeunes. Mais voilà, on pourrait être beaucoup plus et être encore plus efficace. Justement, en parlant de jeunesse, des formations et des cursus dédiés à l'environnement sont proposés dans les établissements, mais également dans les cursus universitaires. Avez-vous le sentiment que la jeunesse est aujourd'hui un peu plus réceptive, plus alerte aux enjeux climatiques? Oui, grâce aux réseaux sociaux, à toute cette mondialisation, les jeunes, la nouvelle génération est consciente de ce qui se passe. Je pense qu'il faut le faire participer d'une manière plus active. Il faudrait que les jeunes, les étudiants notamment, participent à la rédaction des lois, à toutes ces choses. Il y a effectivement parmi toutes ces personnes des gens qui arrivent avec des idées extraordinaires. On le voit quand on voit le Coral Gardener, ce qu'ils ont fait, c'est que des jeunes. C'est des jeunes surfeurs, des jeunes pêcheurs qui ont réussi à créer un système qui fonctionne, avec en plus un modèle économique qui fonctionne. Oui, il faut continuer à créer des filières universitaires, mais je pense qu'il faut aussi créer des filières pour tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, on constate dans les îles qu'il y a beaucoup de falcata partout. Il faut recréer des filières, il faut donner de l'emploi à ces jeunes. Ça commence par des bûcherons, ensuite des usines pour réutiliser tous ces bois-là. Dans les rahouis, on a mis en place des rahouis, mais aujourd'hui, il faut des personnes pour gérer ces rahouis. Donc, ça va faire partie des objectifs également de la fédération, c'est de recréer des cursus, de former toutes ces personnes. On croit vraiment aux filières vertes. On pense qu'il y a du métier, il y a du travail à faire pour tout le monde. Ça fait partie de vos priorités 2026? Oui, ça fait partie de nos priorités 2026. On est à fond dans la continuité de l'UNOC pour mettre en place ces choses. Mais je pense qu'il faut aussi et surtout penser à des filières formées qui vont permettre à des jeunes de rester dans leurs îles, mais permettre à des jeunes d'avoir des métiers intéressants dans la nature et pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, à l'occasion des élections municipales, vous avez adressé des questionnaires à chacune d'entre elles. À quoi sert ce questionnaire? Alors, d'une manière générale, c'est un peu historique, mais effectivement, régulièrement, à chaque élection, on envoie un courrier à ceux qui se présentent, que ce soit aux élections territoriales ou autres, et on les sollicite sur plusieurs sujets, les sujets fondamentaux, par exemple le traitement des déchets, le changement climatique et toutes ces choses. Et ceux qui veulent, certains répondent, d'autres ne répondent pas, mais on est tout à fait disposé à les rencontrer, à travailler avec eux sur des programmes, puisque aujourd'hui, on peut pas imaginer aller diriger une commune ou pas si on n'a pas imaginé ces volets et en tous les cas construit des plans par rapport à ça. Donc on est tout à fait disposé à les aider et on va envoyer un courrier à tout le monde. Et dans un contexte politique actuel qui est parfois tendu, l'autonomie alimentaire revient régulièrement dans le débat public. Comment ce sujet est-il abordé par les associations environnementales et quel rôle peut jouer la FAP là-dedans? Alors, je pense sincèrement, quand on me questionne sur les priorités absolues, je pense que la première priorité, c'est bien celle-là. On ne sait pas ce qui va se passer en Europe. Il y a des tensions quand même terribles. Et si effectivement le pire arrivait, je pense on va sûrement être les derniers roues de la charrette. Enfin, j'ai peur de ça.
Donc il faut aujourd'hui effectivement mettre en œuvre des grands projets pour créer une vraie autonomie alimentaire. Il faut commencer par nos archipels, qu'elles soient plus autonomes d'un point de vue alimentaire. Donc ça commence aussi toujours pareil par des rahouis, mais il faut se remettre à l'agriculture, à toutes ces choses. Et qu'on soit nous également autonomes, à je ne sais pas quel pourcentage on peut arriver, mais par rapport aux autres pays. Si demain il n'y a plus de pétrole et les bateaux ne peuvent plus nous envoyer des marchandises, il faut absolument commencer à financer une politique pour acquérir une autonomie alimentaire. Merci beaucoup, Winnie Kissage, d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation. Quand chaque seconde compte, la technologie peut faire la différence. À Tahiti, le JRCC, seul centre de coordination des secours en mer et dans les airs pour les Outre-mer, s'est récemment doté d'un nouvel outil de télécommunication plus performant. Une modernisation bienvenue alors que l'année 2025 a été particulièrement intense en opérations de sauvetage. Les détails avec Juanoui Atuahiva. JRCC Tahiti Orana. Au cœur du dispositif de secours en mer, le JRCC de Tahiti coordonne jour et nuit les opérations de recherche et de sauvetage sur une zone de près de 12,5 millions de kilomètres carrés. Dernière avancée majeure, le SGVT, couplé aux radios VHF et au GPS des navires. En cas de détresse, la position est transmise automatiquement aux opérateurs, un gain de temps précieux. Cela permet de recevoir tout ce qui est message, appel sélectif numérique, le bouton rouge qu'on a sur les appareils VHF ou MFHF. Dès qu'on appuie plus de 5 secondes sur cet appareil, ça génère un signal qui peut être reçu par nos antennes et qui va générer une alerte sur cette interface. Si la SN est bien couplée à un GPS, on aura une position qui sera indiquée. On aura le MMSI du navire s'il est renseigné et on aura très vite des informations sur qui est le requérant et où il se trouve. Donc là c'est un homme à la mer. Et voilà, on sait que ça se passe en 26 sud et 177 est. La ligne directe et gratuite du JRCC, le 16, reste sollicitée en permanence. Depuis le début de l'année 2025, 528 alertes ont été traitées et 1894 personnes venues en aide. Des embarcations en panne aux avaries en mer, chaque signal de détresse déclenche une mobilisation rapide et coordonnée. Alors, il ne faudra pas oublier d'embarquer une balise de détresse si vous en avez une avec vous, ainsi que vos gilets de sauvetage si vous devez évacuer. Donc on a 529 opérations au 1er décembre 2025, sachant qu'en 2024, nous avions coordonné 450 opérations. Donc nous connaissons déjà une évolution d'environ 12% et le mois de décembre n'est pas encore comptabilisé, donc on aura une évolution par rapport à l'année dernière du nombre d'opérations coordonnées par le JRCC. Toutes les catégories d'usagers de la mer sont concernées, c'est assez diversifié, il y a beaucoup de sources d'opérations. Pour les pêcheurs, savoir qu'un centre de secours veille en permanence renforce le sentiment de sécurité, notamment lors des sorties au large. Ça c'est sûr, on n'est pas sur la terre, on est en mer. Pas quand on tombe en panne, qu'on coule. C'est un neveu à moi qui est tombé en panne vers Mayo et le JRCC a fait le relais. Heureusement qu'ils sont là quand même. Grâce à ses moyens modernisés et sa vigilance constante, le JRCC de Tahiti reste un pilier de la sécurité maritime en Polynésie française. Mais le centre le rappelle, prenez la mer en étant préparé, la mer reste un milieu qui peut devenir hostile. Nettoyage annuel, désinsectisation et travaux de rafraîchissement. Le marché de Papeete est fermé pour une semaine, une pause inévitable pour les commerçants, mais certaines vendeuses ont choisi de s'adapter. Fleuristes et créatrices de couronnes ont déplacé leur stand sur le front de mer sous un grand chapiteau. Laure Philibert et Matai Horai sont allés à leur rencontre. Il ferme rarement ses grilles pour une période aussi longue. Le marché de Papeete rouvrira ses portes jeudi 8 janvier. Mais si les stands habituels sont désertés, une partie des vendeuses de fleurs et de couronnes sont installées provisoirement sur le front de mer face à l'ancien magasin Mariayou, un site gratuit prêté pour quelques jours. Si la majorité des commerçantes a choisi de prendre une semaine de repos, une partie tente de compenser le chiffre d'affaires modéré des fêtes. Cette année, c'est vraiment très calme, les couronnes. Je crois que les gens sont plutôt sur le maha, sur les cadeaux, mais spécialement sur le maha. Après, heureusement que la mairie a fait quelque chose, parce que sinon, pendant une semaine, pour nous, quand même, c'est dur de rester à la maison sans travailler, Hier, le 1er janvier n'était pas chômé pour les fournisseurs de ces commerçantes. En ce long week-end, les commandes sont nombreuses. Là, on les attend. Comme c'est le week-end, on vient juste aussi de débuter le premier week-end du jour de l'an. Je pense que les locales viendront chercher des fleurs. Non, il n'y avait pas de férié pour nous. On travaille. On veut de l'argent. Comme les clients viennent récupérer le 2, c'est pour ça qu'on est là.
Faute de vente aux touristes, ces fleuristes ont préparé plusieurs compositions florales qui orneront les chambres VIP et les espaces collectifs de ce paquebot de croisière. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez la rediffusion du Huratapairu 2025 suivi d'un nouvel épisode des Traîtres. Je vous adresse encore une fois tous mes vœux de bonheur pour les mois à venir. Excellente soirée et rendez-vous demain à 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.